was so long, and my eyes stare the setting sun. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est à nouveau 4. Alors un petit tour de table pour présenter les différents intervenants. Alors je vais essayer d'être performant sur les présentations, mais vous me pardonnerez si je ne le suis pas. Donc le premier, Jean-Baptiste Ledal, qui est avocat et spécialiste de tout ce qui est automobile et fan d'automobile, qui roule en Jaguar pour dire que c'est un inconscient et un malade, un névropathe comme vous autres. Olivier Sylvain, qui est directeur de l'activité Event pour l'UTAC Céram, donc Montlhéry et Mortefontaine, et aussi névropathe, lourd, très très lourd, ancien. Et le troisième, le plus jeune, je pense, Steve Amsalem, qui est responsable représentation de l'image de marque et réseaux sociaux pour la marque Honda. J'ai dû merder, mais c'est général. Non, c'est parfait, c'est ça. Tu peux dire responsable d'image de marque, ça ira très bien, de la marque Honda en France. Donc, on va commencer, comme t'ouvres ta bouche, c'est toi qui vas commencer. Et quand on a discuté un peu, tu m'as parlé d'une chose que tu aimes bien, ça s'appelle une S2000, et que tu avais des choses à raconter sur le sujet. Je me suis dit, quitte à prendre la parole aujourd'hui dans ce podcast, autant en parler quand même un petit peu de la marque Honda, même si la deuxième voiture dont on parlera est un peu plus loin que la S2000 en termes de fonctionnalité et d'utilisation. Mais oui, la Honda S2000 qui est une voiture extraordinaire, qui est un cabriolet sportif qui a été commercialisé par Honda dans les années fin des années 90, en 99 pour être précis, qui est resté 10 ans au catalogue. Et moi, je la connais bien parce que déjà, je bosse chez Honda depuis une douzaine d'années. Et puis, j'en ai une dans mon garage aussi. J'ai eu la chance d'amener d'ailleurs à plusieurs reprises à Montlhéry sur le circuit, un petit clin d'œil. C'est une voiture extraordinaire parce que c'est une voiture qui a été, dont le moteur a été élu meilleur moteur du monde d'affilée 4 années de suite. Et ça, je connais aucune voiture au monde qui a eu ce palmarès sur sa motorisation. Le pont arrière, il a été élu 4 fois le meilleur pont arrière du monde ou pas? Non, le moteur. Juste le pont arrière, non, parce que justement, tu peux pas. Il faut choisir entre l'avant et l'arrière, justement. Donc effectivement, le pont arrière, ça fait que effectivement le moteur est 4 fois meilleur moteur du monde d'affilée. Je crois que c'était début des années 2000. Ça devait être entre 2000 et 2004, mais effectivement l'arrière, il a tendance à partir un peu en vrille si on fait n'importe quoi avec la voiture. Si on roule sur le mouillé, bien évidemment, c'est une propulsion. Et sur le sec, aussi. Ça dépend comment on est chaussé aussi, mais sur le sec, c'est une voiture qui est assez qui pardonne pas vraiment. Donc, alors il y a il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est quand on achète une belle S2000 et qu'on la plante, on est dégoûté. L'avantage, c'est qu'il y en a eu très peu dans le monde. Il y en a eu 112 000, il y en a eu 600 en France. Donc, à chaque fois qu'il y en a une qui se plante, moi, je me dis que la mienne, elle prend de la valeur. Voilà, et puis après, effectivement, je t'avais parlé d'une anecdote avec la voiture. C'est le jour où je l'ai achetée, il y a 5-6 ans de ça. Je dois m'arrêter à la station-service pour faire la première fois le plein sur la S2000. Je n'avais jamais fait de plein sur la S2000. Et en fait, je me suis retrouvé, honnêtement, montre en main, entre 15 et 20 minutes à chercher la trappe pour ouvrir le réservoir. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la trappe. Il y a des gens qui venaient me voir d'ailleurs en me trouvant la voiture très 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 belle, et moi en fait j'essayais de leur répondre, mais j'essayais surtout de me concentrer sur l'endroit où se trouvait la trappe, parce qu'au bout d'un moment ça devenait quand même un peu suspect. Finalement je l'ai trouvé, c'est un tout petit téton qui se trouve dans la portière côté conducteur, et j'ai un de mes concessionnaires qui en a acheté une quelques mois après, et la première question que je lui ai posée quand il l'a acheté, je lui ai demandé s'il avait le plein, pour savoir à plus ou moins à quel moment il allait m'appeler pour me dire qu'il était à la station-service. Et effectivement, il m'a appelé à la station-service de la même façon. Et il était bloqué parce que il faut le trouver, quoi. Même aujourd'hui, j'ai encore du mal à le trouver. Des fois, je le cherche parce que je ne sais pas vraiment où il se situe en fait dans la portière. Donc, c'est assez original. Et quand on en a parlé, d'ailleurs, tu m'as parlé de ça, et je t'ai dit que ça m'est revenu que c'était moi quand j'ai ramené la première fois une S2000 d'Angleterre. J'ai la même angoisse, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas du tout, c'est caché. Dans la porte, c'est quand même rare. En plus, c'est rare. Pour que ça soit facile et de passer le câble dans la portière et tout, c'est voilà.
Ouais, je sais pas comment ils ont fait, mais ce qui est impressionnant sur cette voiture, elle a plein de particularités, mais s'il n'y en avait qu'une, c'est une voiture dont les pièces de cette voiture, toutes les pièces intérieures, extérieures, etc. Bon, la carrosserie, on peut comprendre des portières, des coffres, etc. C'est développé spécifiquement pour la voiture, mais en plus de tout ça, tous les équipements intérieurs, tout ce qui est commodo, tout ce qui est boutons, etc. On les retrouve nulle part ailleurs sur une autre voiture chez Honda. Donc, ils ont vraiment été développés pour ce modèle. Chaque pièce est unique et faite pour la S2000. On peut imaginer qu'il y a des choses qu'on partage. Aujourd'hui, tous les constructeurs partagent des pièces entre leurs voitures. Celle-ci, pour le coup, elle est unique et les pièces, d'ailleurs, se font de plus en plus rares. Donc, il faut faire attention. Chez Honda, on n'a malheureusement pas de département classique. Sinon, j'aurais déjà postulé, forcément, mais on ne l'a pas encore. En tout cas, si un jour il est sorti, je me porte garant pour aller m'en occuper. Mais voilà, donc effectivement, il faut faire attention. Et c'est une voiture qui est assez particulière. Et comme moi, j'aime bien me faire des potes, je vais parler à Olivier et lui parler de sa 911 en disant que on a parlé d'une voiture très fiable, c'est-à-dire une Honda, et maintenant on va parler des gros tas de merde allemands qui tombent toujours en rade, et donc il va avoir l'occasion de se défendre et de me parler de sa 911. On va aborder deux sujets parce qu'en fait, on peut quand même aussi parler de l'ergonomie des voitures allemandes. Moi, je n'ai pas mis longtemps pour trouver où était le réservoir. D'ailleurs, tant mieux parce qu'elle bouffe quand même pas mal. C'est mieux, comme ça fait ça, dès que tu ne fais pas le plein, tu es obligé de faire le plein souvent. C'est ça, l'effet dit pendulaire. Mais il ne faut pas dire du mal des voitures allemandes. Elles sont très bien, les voitures allemandes. D'ailleurs, je vais vous en parler de deux. Alors, rapidement, de ma première, qui était une Cox. Et quand je suis allé la chercher, pour vous dire, à l'époque, j'aimais beaucoup les autos. J'ai toujours aimé les autos depuis que je suis môme. Mais dans ma tête, une Volkswagen en 1980, c'était une Golf. Je n'avais pas imaginé que les coccinelles faisaient partie du parc automobile vendable. Et quand je suis allé, je vous jure que c'est vrai. Hein. En fait, je suis allé chercher une bagnole quand j'ai eu mon permis. Et quand je suis allé la chercher, je pensais avoir acheté une Golf, c'était une coccinelle. Bon, bref, une Volkswagen, quoi. Et j'ai mis. Alors, j'avais pas fait 1 centimètre, puis je m'entamais déjà le trottoir de devant parce que je trouvais pas la marche arrière. Bon, finalement, j'ai fini bien par la trouver. Je suis tombé en fait complètement amoureux de la voiture. Je l'ai gardée pendant longtemps. Elle a fini, malheureusement, elle a été percutée par un type qui devait être un peu bourré et qui me l'a explosé, donc elle a fini à la casse. Mais immédiatement après, j'ai racheté un cabriolet, un 1303 LS. Qui était extraordinaire avec des jantes Ritter, que j'ai transformé assez rapidement à l'époque avec un moteur Bergman que j'avais fait venir des États-Unis, une boîte Marel-Pelin pour ceux qui connaissent, une boîte à crabot, une boîte 4 crabauds qui était dingue. La caisse, c'était un avion de chasse, quoi. C'était un truc de dingue. J'ai fini par la revendre à une nana qui était une directrice d'une agence de mannequins. Et la bagnole a pris feu 2 mois après. Je sais pas, elle a fait une bourre, à mon avis, avec la caisse en sortant de l'autoroute. Elle mettait plein gaz. Puis là, je crois qu'il y a une duricule qui a pété. Le bonheur a pris feu. Bref, ça, c'était la première étape de mes premières autos. Et la Porsche, je l'ai achetée en 2012. Elle était sous un parking à Place d'Italie. Elle n'avait pas roulé depuis 10 ans. Le type ne savait vraiment pas quoi en faire et il disait si je l'amène chez Porsche, ils vont m'arracher la tête. Et comme j'y connais rien, je la vends à un type qui essaiera d'en prendre soin. En fait, je pense qu'il cherchait à la vendre à quelqu'un qui ne voulait pas spéculer dessus, qui voulait vraiment la refaire et la garder. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai payé, je n'ose pas vous dire le prix parce que c'est honteux. Rien, quoi, enfin que dalle. J'ai mis du temps, elle était super saine en l'occurrence. J'ai mis un peu de temps à la remettre en route. Enfin, François le sait, elle a redémarré au bout de 2 mois. Le moteur tournait au bout de 2 mois et j'ai été roulé avec au bout de 2 mois. Le fait de la déverminer, ça a duré presque 2 ans. C'est un peu long, il n'y avait pas beaucoup de temps pour ça. Mais c'est une voiture vraiment extraordinaire. C'est une Type G, donc une 83, une ESC de 104 chevaux. J'ai encore roulé avec dimanche parce qu'elle n'avait pas roulé depuis longtemps, donc j'ai été faire un petit tour avec. C'est toujours un bonheur. D'abord, ça part au quart de tour. C'est vif, ce moteur est coupleux. Il y a de la puissance partout, ça freine super bien. Pour la rouler souvent à Montlhéry, je veux dire, c'est inépuisable. Les freins, c'est inépuisable. Le moteur, c'est inépuisable. C'est vraiment une voiture géniale. Enfin, pour l'époque, faut se remettre dans l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi bien? Sinon, peut-être une féfé, peut-être, mais je veux dire, en qualité, en fiabilité et en intérêt de conduite, franchement,
Ouais, fiabilité, finition, à l'époque, je pense que tu n'avais pas des masses de produits sur le marché. Ouais, finition, moi quand Steve parlait des boutons sur la S2000, moi, ça m'a fait penser, ma première voiture, c'était une Fiat Uno. C'était une Fiat Uno et quand j'ai commencé à regarder un peu autre chose, j'ai eu la chance de monter c'était une Ferrari mondiale. Et à la mondialité, ce qui m'avait impressionné, c'est que j'avais les mêmes boutons. C'est-à-dire, il y avait les mêmes dans la Fiat Uno 45 et dans la mondiale. Donc, quelque part, moi, j'étais ravi parce que je repartais dans ma Fiat Uno 45 et j'avais un petit peu les boutons, là, les left kits, les petits commodos. C'était pareil que dans une Ferrari, quoi. Donc, bon, on a des petits souvenirs comme ça qui sont amusants. Et la coccinelle, moi, j'ai grandi, j'avais un oncle qui était un bagnole et il a quasiment jamais roulé en ancienne, il a fait que les faire restaurer. C'est-à-dire qu'il avait des bagnoles pendant 10 ans, il les faisait restaurer, il a eu une Cox cabriolet et donc j'ai été bercé dans mon enfance, il avait toutes les revues, alors les VV Mania, etc. Donc je dévorais ça aussi. Super VV Magazine. Ouais, tout à fait. Oui, ça. Moi, j'ai parlé d'une expérience que j'ai eue avec une S2000 que je suis allé acheter en Angleterre avec un garçon charmant, mais je ne vais pas développer parce que c'était très drôle. Et il m'emmène faire juste un petit tour. J'avais déjà versé un acompte, donc de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. Il m'emmène faire un petit tour parce que je taquinais sur le pont arrière parce que j'ai une dent un peu contre une S2000. Et on va faire un petit tour, mais on fait vraiment un truc, tu vois, 50 à l'heure, tranquille, freine droit, machin, tout va bien. Il m'endort, je lui file les talbins, on part, je prends l'autoroute, 2, 3, j'entends. Il y avait un bruit de ch'ti derrière moi parce qu'il y avait le pont arrière qui chantait parce que c'est un peu la petite fragilité d'une S2000, c'est-à-dire que les ponts arrière, ils chantent un petit peu. Et donc l'autre, il m'avait endormi et pour vous dire, il vivait avec sa maman. Et quand j'ai vidé de fond en comble la voiture, j'ai trouvé quand même une boîte de 48 capotes sous le siège. Comme quoi. C'est quelqu'un de prévoyant. Et c'était vendu avec la voiture à l'époque. Et quand tu connais une S2000, tu sais quand même qu'il faut être. Il ne faut pas faire dans la bagnole parce que c'est quand même pas pratique une S2000 pour faire un truc comme ça. Ça, c'est clair. Par contre, ça monte à 9200 tours. Ça, c'est pratique. Mais effectivement. Et pour le reste, c'est plus compliqué, effectivement. Et quand on parlait de caisses qui brûlent et d'escroqueries, Jean-Baptiste, on a évoqué l'idée de quelques escroqueries au kilomètre. Ouais. Alors, en fait, quand François est venu me voir sur Facebook en me disant tiens, il faudrait qu'on discute un petit peu de tout ça, j'étais en train, parce que là, on est en confinement, donc on s'emmerde un petit peu. Et j'en profite pour former mes collaborateurs. Et donc, on faisait une petite session spéciale vis cachée, parce qu'on en fait quand même pas mal au cabinet. Et c'est vrai que on croise des petits trucs rigolos. Et souvent, alors le grand classique, quand on a une bagnole à vendre, il y a des voyants. Alors des voyants, quand on va acheter une voiture, je sais pas, tu vas en Angleterre, tu essaies la voiture, tu vois tous les voyants qui commencent à clignoter dans tous les sens. Tu te dis bon tiens, j'ai peut-être pas trop le feeling, c'est pas le bon signe quoi, tu vois. Et donc souvent on a des petits exemples avec des gens qui vendent leur voiture. Alors, c'est un peu des margoulins, mais ils vont se débrouiller pour qu'il n'y ait plus de voyants. Alors comment on se débrouille pour qu'il n'y ait plus de voyants? Tu as plusieurs méthodes. Alors, moi, j'avais eu la méthode, un peu le truc élégant, le truc de gentleman. C'est-à-dire que tu magouilles le tableau-bord, tu retires l'ampoule. Un truc l'ampoule. Voilà, un truc comme ça claire plus. Et puis, alors, j'avais eu aussi, alors là, c'est du grand classique. Bon, tous les trucs d'airbag. Par exemple, chez Alfa Romeo, les airbags, il y a toujours un truc qui clignote, donc le fil est chanté. Ça, à la limite, c'est un peu propre. Et quand on a refait cette formation, on avait vu un arrêt, moi, qui m'avait fait mourir de rire. C'est des mecs qui essaient de vendre une bagnole, c'est un petit coupé BMW, et puis il y a un voyant moteur. Alors, évidemment, le voyant moteur qui s'allume, ça donne pas la confiance dans la bagnole. Donc les mecs, ils avaient peut-être pas la compétence pour enlever l'ampoule ou pour chanter un truc, donc ils l'ont fait à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont pris un marqueur noir et puis ils ont colorié sur le tableau de bord. Ni vu ni connu, et ça s'allume plus, t'as plus de voyant. Donc, et alors c'est génial parce que après en matière de vis caché, en fait, un vis caché c'est un truc qui est pas apparent. Donc il n'y a pas forcément la notion de tiens je l'ai caché en foutant une peinture, etc. Et il y a quand même une différence, c'est-à-dire que quand tu es de mauvaise foi,
on va pouvoir, si tu es condamné en tant que vendeur de mauvaise foi, on va pouvoir te coller tout un tas de dommages et intérêts. Et donc, c'est un enjeu de prouver la mauvaise foi d'un vendeur. Mais souvent, on a un petit peu du mal. Mais ce qui est génial, c'est quand tu as un mec qui peinturlure le cadran. Après, tu peux pas te défendre en disant non, je sais pas, c'est des gamins, ils sont montés dans la bagnole, genre, arrêtez de crayonner de tableau de bord. Bon, ça, c'est des trucs. Et je trouve génial d'avoir quand même des mecs qui ont cette idée de se dire tiens, allez, on va se peinturlurer au marqueur noir tous les voyants. Et le truc le plus dingue, c'est qu'il y a eu de la jurisprudence. Donc, ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui ont racheté le truc et qui n'ont pas vu qu'il y avait un voyant. Donc, je trouve ce genre de petite histoire. Alors, après, il y a toujours, on rit un peu du malheur des gens, bon, mais parfois on rigole bien. Voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça, et puis il y a toujours ces gens qui maquillent un petit peu. Donc. Et ça, cet arrêt, il nous a fait beaucoup rire. Yves, et tu as une auto, Jean-Baptiste? Ouais, j'en ai. Ça va, ça vient. Effectivement, j'ai une Jaguar. Alors moi, j'aime beaucoup les voitures des années justement de la S2000, là, fin 99, début 2000. Et systématiquement, je m'aperçois qu'en fait, j'ai une Jaguar, j'ai une S-Type de 2000. Et puis en ce moment, j'ai aussi un petit coupé Alfa Romeo, une GTV 916, pareil, de 2000. C'est bien ça. Et puis j'ai je m'aperçois que toutes les bagnoles là, qui me font un peu de l'œil en ce moment, c'est souvent des bagnoles de 2000, quoi, voilà. Pourrait me laisser tenter. Je trouve que c'est des bagnoles qui roulent très bien, qui finalement tiennent bien dans le temps, avec de belles lignes. Alors c'est peut-être parce que c'est toujours un peu la Madeleine de Proust, etc. Mais voilà, c'est des bagnoles qui sont utilisables au quotidien, qui n'ont pas encore pris le côté young timer où ça flambe un peu. Je trouve qu'on peut se trouver des trucs très sympas. Mais c'était une année assez charnière dans l'automobile, toutes ces années, fin 90, début 2000, là, sur les petites GT. Là, moi, je trouve qu'il y a des produits super. Le GTV, il est magnifique, c'est une super auto. Toutes ces petites voitures-là de l'époque, ces petites bombes-là de l'époque, elles commencent à être recherchées. En plus, ça commence à prendre très fortement la cote pour certaines. Et c'est de plus en plus rare à trouver dans un bel état. Mais c'était une époque charnière, je trouve. Après, on est passé sur des voitures blindés d'électronique. On est encore sur des produits qui sont assez sympas à conduire. Je dis pas que celles qui sont blindées d'électronique sont pas sympas à conduire aujourd'hui, mais il y avait des sensations un peu différentes de celles qu'on a aujourd'hui, quoi. Bon, moi, je dis, mais c'est le début de la période du multiplexage et tout ça. Hein. C'est ça. C'est le début des emmerdes aussi sur l'électronique. C'était mal maîtrisé. Il faut faire gaffe. Je pense au Peugeot 406 coupé, enfin toutes ces versions des multiplexages ratés. Chez Peugeot, à l'époque, ils n'étaient pas maîtrisés. Mais et par ailleurs, moi, je trouve que les autos d'avant 90 ont un charme particulier à la conduite, j'entends. C'est qu'elles sont très peu assistées. Il n'y a pas de direction assistée pour la plupart, ou c'était des options encore à l'époque. Je ne parle évidemment pas de la clim, mais même les freins. Hein. Donc, c'est des voitures qui sont plus difficiles à rouler, qui sont plus vivantes. Et à la limite, je veux dire, dans un contexte comme aujourd'hui où on a du mal à rouler dans des conditions normales à des vitesses inavouables, en fait, on a des sensations plutôt avec ce genre d'auto. Une S2000, c'est une voiture, c'est super abouti déjà. C'est-à-dire qu'on peut atteindre des vitesses inavouables dans de bonnes conditions de sécurité. Ce n'était pas le cas d'une vieille 911, par exemple. Je vous le dis, de confort. Ouais. Moi, j'avais été surpris. J'ai un copain qui est avocat, qui est Laurent, si tu nous écoutes en Corse, et il a une Saab. Alors souvent, les Saab, moi j'ai plein de copains sabistes, mais ils ont tout de suite des 900 turbo, enfin des modèles un peu évolués. Et lui, c'est 900 de base, c'est pas turbo, c'est modèle sedan, la 5 portes. Et je me rappelle, moi, l'image que j'avais quand j'étais gosse de ça, c'était un petit peu l'équivalent de la BMW, enfin un truc un peu confortable. Et je suis monté dedans et j'ai trouvé que c'était génial. Alors, même lui, il a les options cuir, enfin, c'est un modèle quand même un peu haut de gamme. Le moteur est pas. Mais finalement, on est super près du tableau de bord, super près du pare-brise. Ça fait du bruit, ça pue un peu. Et tout de suite, et on se dit que sur des longues distances, quand on se faisait, on oublie ça, mais on se faisait des Paris, des trucs vraiment loin sur des bagnoles de ce genre, finalement, tu vis vraiment la route et la voiture. Et j'ai trouvé ça vachement amusant. Mais quand on a l'habitude de faire de la route, moi pendant des années, pendant 6 ans, j'ai fait 100 000 km par an pour Honda, je sillonnais la France.
on s'habitue très vite aux régulateurs de vitesse. Certains me détestent. Moi, je ne peux pas m'en passer. Une fois que je suis sur l'autoroute, il faut que je l'utilise. Chez Honda, comme chez d'autres constructeurs, on a des régulateurs adaptatifs. C'est royal. Et effectivement, là-dessus, si on fait de la longue distance, moi, typiquement avec la S2000, je n'ai pas de régulateur. On perd l'habitude, même au bout de 200, 300, 400 km. Ça devient un peu chiant. Pourtant, il y avait des régulateurs sur certaines versions. Mais de mémoire, il n'y en a pas eu beaucoup en France. Ou pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un détail, c'est le genre de truc auquel on s'habitue vachement. Et finalement, au bout de 400 km, on en a ras-le-bol de surveiller son compteur. Ouais, puis c'est un truc tout bête, mais ça fait mal à la cuisse. Moi, sur la 916, justement, j'ai pas le régulateur. Je la prends de temps en temps pour faire des audiences un peu lointaines. Je m'arrête sur l'aire d'autoroute et puis je sors, j'ai mal à la cuisse. J'ai plus l'habitude d'être sur le pied comme ça, à un accélérateur. Ouais, c'est vrai. En plus, la 916, elle est faite plutôt pour un Italien qui fait 1m62. Comme tu fais un peu plus, je pense que ça ne doit pas être évident. Justement, parce que moi, il y a un problème. Alors, moi, je fais 1m91. Et en fait, il y a plein de caisses que j'adore où objectivement, je ne peux pas rentrer dedans. Où je vois rien. Enfin, bon, c'est un truc où vite, le plaisir de conduire, il est quand même un peu gâché. Et sur la 916, si je l'ai pris, c'est que je rentre très bien dedans. Alors, position un poil allongée quand même. Mais non, c'est très confortable en fait. On a l'impression que c'est petit. Mais... J'ai l'impression que François se moque. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, si on parlait de Jaguar, à l'époque, il y a une vingtaine d'années de ça, j'étais étudiant, je lavais des voitures de sport dans un garage dans le 16e. C'était un job d'été qui était plutôt cool parce qu'en plus de les laver, je les déplaçais. Pour certaines, je les faisais tourner parce que les propriétaires étaient à l'étranger. Et je me souviens d'un client qui m'avait envoyé qui m'avait appelé, qui m'avait dit il faut déplacer et nettoyer mon Jaguar XKR MK1. Moi, je fais 1m88. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, moi, je fais 1m88. J'adore cette voiture, j'adore Jaguar. J'ai dit jamais j'achèterai cette bagnole. J'ai eu un mal fou à rentrer dedans. Malgré les sièges électriques reculés, j'ai essayé de les reculer au maximum. J'ai jamais trouvé ma position de conduite là-dedans. Du haut de mon 1m88, j'étais un peu tordu. Alors que dans la S2000, il n'y a aucun problème. Mais cette voiture, elle est incroyable. Alors, je préfère acheter une XKR un peu plus récente, les versions 2012, Supercharged, des choses comme ça. Mais la première était magnifique. En plus, elle va plus grand-chose aujourd'hui. Elle a une ligne superbe, mais j'ai eu un mal fou. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que je m'y reprenne. J'étais encore trop jeune à l'époque. J'avais mon permis depuis 2 ans. Donc, mais bon, je me souviens quand même, les sièges électriques fonctionnaient correctement. Je n'ai jamais pu trouver ma position de conduite dans cette voiture. Donc, comme quoi, quand on est grand, des fois, c'est embêtant. Et encore, on ne fait pas 2 mètres. Mais même un des meilleurs souvenirs que j'ai en roulage sur le circuit à Montlhéry, dans les voitures qu'on m'a prêtées, c'est un S-Type SVR. Franchement, tout déconnecté, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un moteur extraordinaire. Ouais. Ça, et je vais vous dire, un des trucs les plus surprenants, je trouve, des autos qui étaient vraiment hyper sympa à rouler sur circuit, c'est un Focus RS. Moteur pareil, hein, je veux dire, 4 roues motrices en plus. Avec le 5 cylindres là, qui était remarquable, parce qu'ils vendent de la SAZ apparemment. Mais tu as roulé avec la Civic Type R aussi. Absolument, qui était génial. Bon, alors, non, mais alors je ne peux pas tout dire, mais on a eu un petit problème de turbo. C'était le turbo ou c'était le déjaugeage? Non, là, c'était un turbo. Apparemment, il y a un turbo qui était tombé, mais peut-être qu'il y avait eu je pense que c'est toujours pareil, hein, on ne sait pas qu'il est roulable non plus. Si ça se trouve, c'était une voiture, ça devait être une voiture de presse qui n'a pas forcément bien emmenée par certains journalistes qui n'ont pas forcément des coups de vent extraordinaires. Je ne sais personne. On ne connaît pas de journalistes, donc voilà. Mais ouais, elle avait pris un petit coup de chaud. Par ailleurs, elle était vraiment super roulée. Ouais, c'est une machine. C'est vraiment des autos qui sont faites pour le circuit d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, clairement. Ceux à qui on les vend, la plupart d'ailleurs les utilisent sur le circuit. Je ne sais pas quel est le pourcentage de clients qui utilisent ces voitures-là pour le circuit. On adhère, je fais une parenthèse, on sort la nouvelle là, au mois de juin, juillet maintenant, avec ce qui se passe en ce moment, ça risque d'être décalé de quelques semaines, mais on en sort une en édition limitée à 100 exemplaires en Europe qui perd 50 kilos. Et là, pour le coup, les gens qui vont l'acheter vont vraiment faire que du circuit avec. Après, c'est vrai que c'est une voiture comme la Focus RS que je trouve incroyable et comme toutes les concurrentes, Mégane, Golf, etc. C'est des voitures qui sont faites pour avaler le bitume quand on est sur l'autoroute, qui se comportent plutôt très bien en ville, si ce n'est qu'il faut faire attention aux jantes, qui reste la partie la plus fragile du véhicule. Et puis après, effectivement, sur un circuit, tu mets tout le monde à l'amende. Hein. C'est super. Mais même, moi, je rebondis sur les Ford. On avait pris une ST là, pour aller à Francfort. Moi, j'ai été assez épaté.
c'est pas trop, il y a des défauts, mais ce qui est impressionnant, c'est que ça marche. Alors, je sais pas, elle était peut-être miraculeuse, mais on l'a collé à quasiment 2,80 au GPS en Allemagne. J'ai été soufflé par le fait comment ça marchait fort, 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 quoi. Bon, après, c'est pas une qualité totale, mais ça. Moi, je l'ai roulé à Mortefontaine. Je l'ai roulé à Mortefontaine en essai, enfin donc la dernière. J'ai essayé de la mettre en travers sur l'air plane, j'ai pas réussi. C'est-à-dire, c'est vissé au sol. Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur le châssis. Mais déjà, le moteur est incroyable. Pour la taille, je crois que c'est un 3 cylindres. Hein. Ouais. Il me semble que c'est un 3 cylindres. C'est un petit truc. Comment? Je comprends pas. Oh, je sais pas, je vais dire des bêtises. Je crois que c'est pas un gros moteur. 3 cylindres. Hein. La ST, c'est un 3 cylindres. Ouais, c'est un petit moteur turbo compressé. Mais le châssis, ils ont progressé chez Ford là-dessus. Hein. Mais même la Fiesta. Si vous avez roulé des XR2. Et moi, la plus grosse frayeur que je me suis fait sur XR2. Hein. Et sur le sec. Hein. Ouais, mais là, on en revient à toutes les assistances qu'il n'y avait pas à l'époque sur ces voitures-là. XR3, XR2, enfin, c'était des voitures. Mais par contre, même la Fiesta ST, tu vois, on avait fait un truc avec l'AFPA à l'époque à Mortefontaine. Il y avait des comparatifs de véhicules. Je me souviens, j'avais été choqué de ce truc-là. Il y avait la Clio RS qui était là. Il y avait la Fiesta ST. Et la troisième, c'était une 208 GTI à l'époque. J'avais essayé la Renault et la Peugeot. Et en fait, bon, la Renault, c'est vrai qu'on leur doit le châssis qui est quand même exceptionnel. La Peugeot, moi, je trouvais que la finition était plutôt correcte. Et je monte dans la Fiesta ST qui avait 18 chevaux de moins que les deux autres. Bon, la vache, on avait l'impression qu'elle en avait 18 de plus. En fait. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou, un comportement. Ils ont des super produits chez Ford. Bah moi, je doute quand même. Donc, j'ai regardé, c'est un 4 cylindres, 2,3 litres, c'est celui qu'il y avait dans les Mustangs. Mais tu vois, c'est l'EcoBoost. Ouais. Mais 250 chevaux, moi, pour moi, il y avait plus de chevaux que 250 parce que normalement, c'était donné pour 250 chronos. On lui a mis 30 km/h de plus à marcher beaucoup plus fort. Donc, je ne sais pas tellement bien comment calculer les chevaux chez Ford. Hein. Bah, il faut voir aussi si c'est pas des versions préparées où ils ont fermé la Westgate, tu vois, un petit peu pour faire en sorte qu'elle marche potentiellement dans certaines circonstances un peu mieux, quoi. Et comme je suis très fort et que je sais faire des superbes transitions et que je parlais de rouler très très vite sur autoroute, je rebondis sur Jean-Baptiste qui va nous parler des artistes du permis. Ouais, alors on en parlait, mais c'est vrai que du coup, là en ce moment, alors nous on a plus c'est le confinement, donc normalement on n'a plus trop de clients. Parce que nous on fait que de l'automobile. Hein. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où les gens sont censés être confinés, normalement, on n'a plus trop de clients, mais on a quand même des automobilistes qui se donnent un peu de mal pour nous apporter un peu de chiffre d'affaires. Donc, ça contrôle quand même. On a quand même quelques excès de vitesse en ce moment sur le périph'. On a quelques petits trucs. Ouais, non, c'est bon. Et puis, il y en a qui se lâchent parce que c'est vrai que c'est dégagé, il n'y a personne devant, on se dit on peut y aller, etc. Alors, il y a des choses qui ne marchent pas en ce moment. Il y a beaucoup de radars, les barbecues, hein, les descendants des barbecues. Qui sont plus utilisés parce qu'ils peuvent plus être vérifiés parce que il faut les vérifier tous les ans et ça marche plus avec le confinement. Sinon, il y a encore tous les radars automatiques qui marchent. Et ça, les radars automatiques, c'est vrai qu'on en discutait de temps en temps, on a des trucs vraiment marrants. Alors, ce qu'il faut pas faire, c'est bien évidemment balancer des gens qui ne sont pas des vrais conducteurs. Hein. C'est le trafic de points. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'avis de contravention qui arrive à la maison quand on a roulé un peu trop fort sur un radar automatique. Et puis, on peut éventuellement être un mec vachement généreux. Et donc, on prête sa voiture très souvent à plein de gens. Et alors, soit on prête très souvent à plein de gens, on se souvient même plus à qui on a prêté la voiture. Donc, on dit, c'était pas moi. Ce jour-là, j'étais persuadé, j'avais piscine ou je sais pas. Je sais plus à qui j'ai prêté. Et puis sinon, on peut quand même balancer quelqu'un, genre sa belle-mère. Si voilà, on veut balancer sa belle-mère, on n'est pas obligé, mais on peut le faire. Voilà, Et puis il y a un truc qui se faisait pas mal il y a quelques années. Alors, sur les trafics de points, soit il y avait les gens qu'on regardait là, sur Internet, on cherchait un Tony 75 sur un forum qui vendait 4 points pour. Alors ça, vite, ça s'est un petit peu tassé parce qu'il y a les gendarmes qui faisaient des enquêtes par derrière, donc ils en ont chopé pas mal. Et puis bon, ça c'était assez marrant parce que en fait, les mecs qui vendaient les points, donc les Tony 75 qui vendaient 4 points pour 400 balles, alors il y avait des différents niveaux de margoulin. C'est-à-dire que il y avait le margoulin à peu près honnête. Donc, celui qui achetait là, les 4 points là, sur le forum, machin, il se donnait rendez-vous au Café des Sports hein, du côté de Barbès.
Et puis, le mec apportait les 400 balles, il apportait aussi 90 balles, et en liquide, bien sûr. Hein. Et donc, le mec connaissait le truc, donc il remplissait directement. Il disait, attendez, regardez, le formulaire de requête en exonération, je me balançais moi. Donc, je regardais, je mets mon nom, je mets mon numéro de permis, tout ça. Et donc, vous me filez le blé en échange. Et donc, le truc, il renvoie la contestation, et donc, le Tony 75 reçoit à son tour un avis de contravention qui va régler avec les 90 balles que lui a filé l'acheteur de points, et puis il va se faire 400 balles. Alors après, au moment où le Tony 75 il reçoit le PV, il y a plusieurs réactions. C'est-à-dire que soit il peut être un peu honnête, voyou, mais un peu honnête, il va payer. Il va dire, OK, c'est pour moi. Soit il peut dire, non, c'est quoi cette histoire, je me suis fait voler mes papiers, il y a quelqu'un qui usurpe mon identité, c'est dégueulasse, etc. Et donc, retour à l'envoyeur. Et puis, on peut aussi avoir le Tony 75, vu qu'il est à Barbès, il s'est dit, tiens, vu que je suis là, je vais me faire un faux permis. Et donc, tous les couillons qui vont arriver et qui vont m'acheter des points, je leur montrais ce faux permis en disant, regardez, je me balance moi-même. Et donc, on a des gens qui se faisaient avoir et qui pouvaient pas se plaindre parce qu'ils pouvaient pas aller à la gendarmerie en disant, ouais, j'ai acheté 400 balles à cet enfoiré de Tony 75, c'est 4 points, alors qu'il m'a escroqué, etc. Et donc, les gens nous appelaient désespérés. Je disais, ouais, mais il faut pas acheter des points à Tony 75, faut pas aller quand on a rendez-vous à Barbès, on se doute bien qu'on va se faire arnaquer. Et donc, ça, c'était très marrant. Et puis, alors ça existe beaucoup moins parce que tous les mecs, ils se font choper sur les forums quand ils laissent leur mail, leur adresse, etc. Par contre, ce qui reste, c'est le trafic de points entre amis ou en famille. Alors, en famille, on a tous une grand-mère. Alors, certains, c'est Mamie Lulu, enfin, des gens qui conduisent plus trop, genre 80, 85 ans. Alors, il y a plein de mamies qui se sont fait balancer, sauf qu'au bout d'un an, les forces de l'ordre, elles en avaient marre, parce que c'était toutes les mamies, là, qui, genre le samedi soir, près du Macumba, avec des petites, je sais pas, des petites Ford ST, des XR2 qui se faisaient choper, là, à 3 heures du matin. Ah, maman, on dit, mamie, c'est à l'EHPAD, c'est pas en boîte de nuit. Donc, ils ont commencé, les flics et les gendarmes, à faire des enquêtes. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait des gens qui avaient plus de 90 ans qui étaient balancés, au bout d'un moment, ils allaient voir. Et moi, j'avais un client à l'époque. Alors, on avait pas mal bossé pour lui. Et puis, à un moment, il s'est dit, tiens, au lieu d'appeler mon avocat, je veux bricoler par moi-même. Et donc, il avait un copain. Alors, c'est même pas sa grand-mère, c'est-à-dire qu'il avait un bon pote qui avait une grand-mère. Et il s'est dit, tiens, je veux balancer la grand-mère de mon pote. C'est-à-dire même pas sa grand-mère, notre grand-mère. Et donc, il balance. Et puis, à un moment, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire qu'on a des gendarmes qui se sont pointés chez cette grand-mère. Alors, ding dong, c'est les gendarmes. Alors, elle met du temps à arriver parce qu'elle marchait au déambulateur. Donc, elle arrive. Et puis, il y a les gendarmes qui disent, madame, alors est-ce que vous êtes allé à Rouen récemment? Elle dit, à Rouen, ouais, avec mon mari Lucien, en 76, on est allé une fois à Rouen. Elle dit, ouais, mais plus récemment. Peut-être pas, non, je crois pas. Et avec ça, alors il montre la photo, c'était un Audi Q7 préparé, etc. Il dit, oh là, mais il faut un permis poids lourd pour ça. Et donc, mon client s'est retrouvé, il l'avait balancé 20, 30 fois. Et je lui ai dit, mais déjà, ça se fait pas. Ça se fait pas déjà une autre grand-mère que la sienne. Et donc, on s'était retrouvé au tribunal de police à une lointaine époque. Et on avait dû expliquer comment, par mégarde, on s'était retrouvé à dénoncer par erreur, bien sûr, cette grand-mère qui a prescription. Et ça pour dire que, faut pas balancer les gens. Et deux, faut pas balancer les trop vieux. Les trop vieux. Et surtout en ce moment, voilà, on y pense. Alors, on a aussi des clients qui avaient fait un truc pas mal aussi, c'est pire, c'est balancer quelqu'un de mort. Alors, donc, balancer son père mort, sa mère mort, sa grand-mère, ça, faut pas le faire. Alors, surtout qu'en plus, il n'y a pas de croisement de fichiers. Donc, les gendarmes, ils sont pas forcément au courant que le mec est mort. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gendarmes? Ils viennent sonner comme tout à l'heure. Et donc, ils demandent, tiens, est-ce que je pourrais aller voir René Machin ou Marcel Bidule? Donc, on a des gens, ils savent bien que, genre, leur famille est morte. Donc, ils disent, non, là, elle ne peut pas, elle est avec le club du 3e âge, ils sont partis faire une visite à Bayeux ou je sais pas trop. Et puis, au bout d'un moment, ils lâchent le morceau en disant, non, donc, il faut faire gaffe, ne balancez pas vos vieux. Le mieux, c'est de pas rouler vite au final. En tout cas, pas sur la route. Oh là 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 là. T'as vu? Non, c'est beau, venez à Montlhéry. Non, t'as raison. Venez à Montlhéry. Venez rouler à Montlhéry. Non, mais regarde, moi, je touche du bois. J'en ai près de moi. Je touche du bois. Hein. J'ai plus de 20 ans de permis. J'ai perdu 1 point en 20 ans avec une Tipper.
À 93 pour 90 sur un radar en bas de chez moi sur lequel je passe devant tous les jours. 1 point. C'est un J'ai coyote. fait 100 000 bornes par an, j'ai pas de coyote, j'ai rien. J'ai jamais eu de coyote de ma vie. Mais non, mais. C'est un lâche, c'est tout, c'est un lâche. C'est tout. Mais non, mais même la S2000, elle a jamais dépassé le 160 cette voiture. Peut-être parce qu'elle peut pas, en fait, c'est ça. Non, Ouais. mais tu rigoles, quoi. C'est pas une Porsche, hein. Faut pas avoir peur de rouler vite. Et Steve, si tu nous parlais de quelque chose qui roulait à peu près à 55 miles pour finir. Mais voilà, justement, c'est une très bonne transition parce que du coup, pour éviter de rouler vite, moi, ce que j'aime dans l'automobile, c'est effectivement la vitesse sur circuit quand il est possible d'en faire. Donc, à Montlhéry ou ailleurs, ça, c'est incroyable. En plus, on commercialise quand même la NSX, qui est une voiture exceptionnelle qui fait quasi 600 chevaux. Son produit en continu. Hein. Voilà, tu as vu ça, hein, c'est propre. Hein. Mais je trouverais le moyen avec Zoom d'intégrer tu sais, des petites publicités qui passent, des petits bandeaux. Des bandeaux. Des bandeaux. Ouais, voilà. Ouais. Mais non, mais du coup, moi, je suis assez fan de cruise, en fait, de cruiser en fait, avec une voiture. C'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas de régulateur de vitesse dans ma S2000. Là, à mon avis, ceux qui écoutent et qui sont fans de S2000, ils vont me détester. Non, je suis un grand fan de voitures américaines et pas que de voitures japonaises, bien évidemment. Et plus particulièrement d'une voiture qui est la Dodge Challenger. Alors, j'aime toutes les générations de Dodge, mais j'ai forcément un faible pour la dernière parce que c'est celle à laquelle j'ai conduit le plus longtemps. C'est même la seule que j'ai conduite, pour être très honnête. J'avais traversé l'Ouest américain à plusieurs reprises, en fait, et l'année dernière, j'ai décidé Habituellement, je le fais dans des muscle cars, mais j'avais pas encore essayé cette Dodge Challenger. Et donc, j'ai fait 6200 km dans l'Ouest américain en 15 jours avec une Dodge Challenger RT qui développe, donc c'est un 392 hémisphérique dessus, qui développe donc 400 chevaux à peu près, qui est une voiture extraordinaire. Pourquoi ? Parce que il y a une puissance extraordinaire à l'intérieur de cette bagnole. C'est fou. C'est une voiture américaine, donc c'est des poneys américains. C'est pas des chevaux, c'est pas des pures races. Enfin, si, c'est des pures races, mais c'est des pures races américains. Donc, ils répondent au quart de tour, mais ils sont un tout petit peu plus longs à démarrer. Non, je trouve que cette voiture, elle est extraordinaire, comme toutes les muscle cars, comme toutes les voitures américaines, parce que c'est vraiment le plaisir à l'état pur, sans forcément dépasser les limites, surtout pas aux États-Unis d'ailleurs. Des rares voitures dans ma vie que je peux voir 15 fois d'affilée en une journée, et 15 fois d'affilée, je vais dire, putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Donc, cette voiture, elle a des lignes qui sont magnifiques, elle a un intérieur que je trouve incroyable. Les Américaines ont vachement progressé ces 5 à 10 dernières années sur les finitions. Et puis le moteur, je n'en parle même pas. Le moteur, il est extraordinaire. Moi, je suis pas contre passer ce genre de moteur à l'éthanol, mais ça me fait mal quand même si demain j'en achète une. Il est hors de question que je roule pas avec du 98 là-dedans, parce que c'est des voitures avec lesquelles on roule peu en France. Les voitures sont. Je pense pas que le rêve américain il soit aussi dingue avec une Challenger en France que sur l'Ouest américain ou même sur l'Est, parce que les routes sont pas forcément adaptées ni les parkings. C'est un gros bébé, il faut le garer, il faut rouler avec. Mais ouais, c'est une voiture qui me fait vraiment. Enfin, elle est dans ma ligne de mire en tout cas pour un prochain achat. Je ne sais pas quand, mais voilà, il faut que je trouve un parking avec les dimensions idéales pour pouvoir la rentrer aussi. Ouais, il faut le parking, la rentrée, etc. en plus. Ouais. On est parti au Canada avec ma femme il y a quelques semaines, et on a loué un Dodge Durango SRT. Avec classe. Le moteur. Mais alors, le truc, c'est moche. C'est une camionnette. Mais alors, le moteur, il y en a partout. Hein. C'est le moteur que tu as sur la Dodge Challenger. Hein. C'est le SRT. C'est ouais, le SRT. Avec la boîte auto, la boîte 8 là, qui va bien. La boîte 8 qui est démentielle. Elle est top. Ouais, elle est top. Moi, je suis fan de boîte méca, tu vois, mais si je dois m'en commander une, je pense que je serais plutôt sur de la boîte auto parce que ça va avec le trip, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, il faut savoir que la Dodge Challenger, il la commercialise quand même avec une version, donc la version Demon, qui fait quasi 800 chevaux, quoi. Alors là, on est sur des trucs complètement dingues. Enfin, là, tu laisses tes pneus, tu changes tes pneus une fois par mois, un truc comme ça. Ouais, bon, enfin bon. Ouais. Il y a une version anniversaire, là, d'ailleurs, qui a été vendue sur Automoto à 1492 exemplaires, là. Tu sais, je suis dégoûté, j'ai joué. T'as joué? Ouais. Ouais, mais en plus, j'étais encore plus dégoûté parce que Jean-Pierre Gagic, quand il a appelé le gagnant, le mec, il n'avait pas l'air d'être quand même. Enfin, voilà, moi, à midi, j'avais mon téléphone allumé, je regardais le téléphone. S'il sonnait, je pense que là, j'aurais dit à Jean-Pierre Gagic, enfin, je ne sais même pas si j'aurais pu parler, tu vois. Ouais, c'est une version anniversaire, c'est un truc limité à 1100 exemplaires. Il y en a une à vendre sur le Bon Coin en ce moment, une bleue. Après, bon, elle est juste magnifique, quoi. Elle a la bonne config. Bon, il n'y a que le cuir blanc à l'intérieur, il faut aimer, quoi, mais elle a la bonne config. C'est une voiture. Et là, c'est. T'en avais eu 392 au Canada et 1100 aux États-Unis. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ils ont fait, en fait, c'est le moteur, c'est le 392 EMI, donc le fameux moteur
sphérique. Mais je me souviens quand on est sorti de l'aéroport, qu'on est arrivé chez le loueur et que j'ai demandé la voiture, je pense que dans les commentaires du loueur, il devait y avoir le client veut une Challenger, ça devait être marqué à peu près 18 fois parce qu'ils avaient appelé Hertz à peu près 18 fois pour leur dire je voulais cette voiture-là. Parce qu'effectivement, quand tu loues une muscle car aux États-Unis, tu as le choix entre la Mustang, la Camaro et la Challenger. Moi, je connaissais les deux autres. C'est trippé, quoi. Et quand ils nous ont filé les clés, tu peux démarrer, c'est un gadget, mais moi j'adore les gadgets sur les voitures. Tu peux démarrer ta voiture avec la clé à l'extérieur, tu vois. Et j'arrêtais pas, pendant 15 jours, j'arrêtais pas de la démarrer avec la clé parce que je la voyais, elle vibrait, elle bougeait toute seule en fait au démarrage, quoi. À chaque fois que tu accélères, la voiture, c'est un bateau, elle tangue à droite et à gauche, quoi. C'est complètement dingue, quoi. C'est l'inertie du moteur, c'est tellement énorme, les gamelles là-dedans. C'est fou. Et mine de rien, à l'accélération, il y a vraiment la patate. Quand tu accélères avec ça, tu te mets en mode sport. Franchement, ok, c'est des chevaux américains, mais il y a quand même une sacrée patate là-dessus, quoi. On a été faire une course de NASCAR, on a été assister à une course de NASCAR avec, on s'est retrouvé sur un parking, on passait inaperçu parce que tout le monde a ce type de voiture, surtout les mecs qui viennent voir NASCAR. Mais c'est une voiture, on voyait des petits vieux qui sortaient leur chaise longue et leur table de camping du coffre de la même, exactement la même que la nôtre. Ils ouvraient leur coffre, ils s'en leur sandwich au cul de la voiture, quoi. Enfin, c'est un autre pays, mais je pense que le trip est encore mieux quand tu roules aux États-Unis parce que en France, tu as beaucoup de barrières. Je parlerai même pas des dodanes parce que ça concerne pas trop ce genre de voiture, mais les routes sont pas larges, quoi. Je veux dire, tu peux te retrouver très facilement dans une zone pavillonnaire et te retrouver dans la merde parce que tu peux plus avancer, parce que tu n'as plus la place. La voiture est tellement large. C'est un truc, mais c'est beau, c'est très beau. Démarre l'enregistrement. C'est parti. Bonjour à tous. Bon, eh ben, écoutez, je ne sais pas ce qui m'a démarré. Merci à vous trois de votre participation. On avait fait un la semaine dernière. On en avait fait un la semaine dernière et c'était déjà un bon début. Et là, j'ai trouvé que c'est bien, ça a bien échangé, c'était cool. Ça m'a fait, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Il y a beaucoup de choses sympas et au-delà de ce qu'on avait prévu, donc c'est très sympa à refaire. Encore merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. C'était une très belle idée. Merci pour toi, Marie. C'est un plaisir de se retrouver tous les 4 un jour, hein, en vrai. Oui. En vrai, ouais, tout à fait. Ça sera l'objectif. À Montlhéry, où vous voulez, mais vous êtes bienvenue à Montlhéry. Ouais. À Montlhéry avec des Allemandes, des Américaines, des Japonaises, des Anglaises. Voilà. Et même des Anglaises. Un mix. Merci à tous. Okay. Bye bye. Allez, ciao. Bientôt, prenez soin de vous. Salut. Ouais, vous aussi. Ouais. Salut.